m'appelle Jean-Baptiste Amédée, je suis de l'université de Poitiers et je vais vous présenter une étude en particulier qu'on a menée en partenariat avec le centre de réadaptation de Bois-Gibert à Ballon-Miré près de Tours. Donc l'objet c'était de comparer la réadaptation dite hybride, que je présenterai un petit peu plus tard, avec une réadaptation en centre de réadaptation pendant d'une durée de 3 semaines. Donc j'ai bien évidemment aucun conflit d'intérêt, aucun lien d'intérêt au cours de ma présentation. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur une introduction un peu générale de qu'est-ce que la maladie coronarienne. Ensuite, peut-être voir l'évolution de l'activité physique dans le soin du patient coronarien, pour comprendre aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a finalement des niveaux d'activité physique qui sont très faibles, même après la réadaptation cardiaque. Ensuite, je vous présenterai plus en détail l'étude et faut conclure une présentation, donc je vous présenterai des éléments de conclusion. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que le syndrome coronarien aigu, c'est une maladie grave, fréquente, qui se produit quand des vaisseaux sanguins, donc notamment au niveau du cœur, obstruent l'alimentation du muscle cardiaque. Donc je ne rentre pas dans les différents types de syndrome coronarien aigu, mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une maladie grave qui limite, empêche le fonctionnement normal du cœur. Donc si on ne fait rien en termes de soins, donc là c'est vraiment mon propos, ça engage le pronostic vital à court terme du patient. Donc quelques données, en France selon l'INSERM, c'est globalement 80-100 000 nouveaux patients tous les ans, avec une mortalité à 20%, 25% à la première année de la maladie. Et globalement en 2019, là si on regarde un peu les données PMSI, donc sur les données PMSI, là ici vous avez les hommes, les femmes, avec finalement retranché les différents âges où apparaît la maladie. Donc on voit bien environ 100 000 malades en 2019. Et finalement, ce qu'on peut regarder, c'est que c'est une maladie qui commence à être fréquente chez l'homme plutôt jeune et qui commence à être fréquente chez la femme plutôt âgée. Donc en termes de profil de patients, c'est soit des hommes jeunes qui ont une quarantaine d'années, soit des femmes qui ont aux alentours de 70 ans. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que l'activité physique, ça préserve la vie. Et donc, c'est des travaux qui ont été conduits dans les années 90 avec une équipe de Mancini. Et donc, ils sont intéressés à comparer la mortalité avec le niveau de consommation maximale d'oxygène. Donc, je passe rapidement, mais globalement ici, 18 millilitres minute kilo, aucun patient mort au bout d'un an. Et donc là, vous voyez là, le nombre de survie et le pourcentage sur l'axe Y de survivants. De survivants, exactement. Et on voit que chez des patients qui sont extrêmement déconditionnés, avec des consommations maximales d'oxygène très faibles, une grande partie de la cohorte, donc quasiment 70% de la cohorte, est décédée au bout d'un an. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'activité physique chez le patient coronarien, ça préserve sa vie. Et même on peut dire que ça préserve sa vie sur le long terme. On gagne des années de vie. On le verra sur la diapo d'après. Sur cette diapositive, j'ai repris cette diapositive à François Carré, que certains connaissent, j'imagine. Et c'est juste pour présenter un peu l'évolution du recours à l'activité physique dans la réadaptation et comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on a des réticences aux patients à aller pratiquer une activité physique ou alors après le séjour de réadaptation qu'ils arrêtent le niveau d'activité physique. Donc bon, bien évidemment dans les années 80, surtout il fallait se reposer parce qu'on allait se fatiguer. Et puis dans les années 90, globalement, les patients qui étaient actifs, on leur a dit de continuer en disant au pire ça fait rien. Et ce qui a été mesuré sur les études observationnelles, c'est que finalement ça apportait un bénéfice. Et donc on se retrouve maintenant avec, donc là c'est les publications qui prouvaient cela. Et on se retrouve en 2010 ou en 2011 avec la Haute Autorité de Santé qui nous dit que l'activité physique c'est un médicament officiellement reconnu comme cela en France. Donc ça a quand même beaucoup changé dans les mentalités, dans la pratique de ce qui se passe en France. Et donc là, Piepoli et Thomas, c'est les recommandations européennes de la Société européenne de cardiologie et là américaine de cardiologie sur le recours à la réadaptation. Donc ça commence à être un petit peu vieillissant, mais finalement, l'idée c'était en quoi est-ce que la réadaptation, donc l'activité physique ou le maintien de l'activité physique, ça préserve la vie. Donc vous voyez ici le nombre de survie des patients, et puis en bleu, les patients qui n'ont pas eu un recours à la réadaptation, et comparer les patients qui ont eu un recours à la réadaptation, et on constate que les patients qui ont eu un recours à la réadaptation, quel que soit
le nombre de mois après l'épisode ou après la réadaptation meurt moins. Donc finalement, avec la présentation que j'ai faite tout à l'heure de Mancini, de l'activité physique, ça améliore la consommation maximale d'oxygène, donc ça réduit la mortalité à 1 an, et puis là on voit que finalement, même à 5 ans, ça réduit la mortalité. Alors on va peut-être s'intéresser à ce qui se passe en France et présenter un peu finalement comment est-ce qu'en France on a un recours à la réadaptation. Donc c'est Amélie Gabet qui a proposé ces travaux-là. Vous voyez ici le recours à la réadaptation pour les hommes et à droite là pour les femmes. Le recours à la réadaptation, là, je prends l'exemple de l'Île-de-France, ça veut dire qu'il y a 20% des patients coronariens qui font un séjour de réadaptation. 20%, c'est dramatique et on se rend compte que finalement cette offre, elle est dépendante du territoire. Alors est-ce que c'est une question de manque d'offres? Est-ce que c'est une question de nombre de patients? Est-ce que c'est une question de prescription de la réadaptation? Parce que malgré ces preuves, parfois certains médecins sont réticents à la proposer. Donc en tout cas, on est quand même dans un contexte où on sait que maintenant c'est un médicament, on sait qu'ils doivent le prendre tous les jours et le pratiquer tout au long de leur vie, mais dans les premières phases de la maladie, encore aujourd'hui en France, on a du mal à les mettre à l'activité, en tout cas au bénéfice de la réadaptation. Comprenez mon propos, je ne parle pas, je vous parle de l'activité physique, mais la réadaptation n'est pas que l'activité physique. Okay. Et donc, voyons ce contexte-là, en se disant il n'y a pas suffisamment de place dans les centres de réadaptation, que les recommandations de la Société européenne de cardiologie et américaine de cardiologie recommandent un processus hybride, ça nous a semblé cohérent de nous proposer une réadaptation. Et pour ce qu'on a fait, on a utilisé le virage ambulatoire de la loi de modernisation de la santé en 2016 pour pouvoir prescrire de l'activité physique aux patients afin de délocaliser la réadaptation. Donc ce qu'on a réalisé, c'est une étude monocentrique et l'objectif principal de l'étude, c'est de mesurer la faisabilité par le non-événement grave survenu au cours de la réadaptation, et ensuite l'efficacité. Et donc l'efficacité, on l'a mesurée avec le seul paramètre physiologique que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir la consommation maximale d'oxygène. Donc pour cela, 60 patients répartis uniformément en 2 groupes, un groupe réadaptation conventionnelle, un groupe réadaptation hybride, avec l'objectif d'évaluer le niveau d'activité physique 1 an après le recours à la réadaptation. Bon, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Ce qu'on peut constater, c'est une étude qui comparait celle de Bruno Pavie, qui comparait que finalement, le recours à la réadaptation permettait de maintenir les gains obtenus en généralité. Et donc le maintien, alors on parle de patients qui sont quand même très déconditionnés, donc en théorie, ils auraient dû s'améliorer. Mais donc on voulait voir si finalement une version de réadaptation jamais réalisée en France pouvait modifier ces aspects à 1 an. Donc pour vous présenter rapidement, donc il fallait que tous les patients soient coronariens à bas risque. Donc pour définir ce qu'est le bas risque, c'est qu'ils ont été correctement revascularisés, sans trouble du fonctionnement cardiaque au repos ou à l'exercice. Donc tous avaient une évaluation initiale, donc médicale, et puis après des évaluations physiques. Sur les évaluations physiques, c'était un test sur vélo pour évaluer la consommation maximale d'oxygène et un test pour évaluer la force maximale sur 2 appareils. Ici, le groupe de réadaptation en centre, donc à savoir un minimum de 9 séances d'activité physique encadrée, et le groupe hybride, 1 semaine, donc 5 jours, pendant lesquels donc il y avait au moins 2 séances d'activité proposées hormis l'évaluation, et on mettait l'accent sur les ateliers d'éducation thérapeutique, parce que les 3 semaines suivantes, ils allaient être chez eux, seuls, sans suivi. Ensuite, 3 semaines seuls sans suivi, et en fait on a adressé les patients, donc c'était en 2017, on a adressé les patients dans des salles de sport qu'on a identifiées à côté du domicile du patient, et l'objectif d'avoir fait cette solution-là, c'était qu'ils continuent après la réadaptation. C'est quelque chose, un résultat qu'on évoquera après. Et ils revenaient 1 journée pour finalement comparer les effets de cette réadaptation. Ici, je vous ai dit 9 séances minimum, et ici, dans ces 3 semaines, ils devaient faire 9 séances. Pour qu'on puisse comparer globalement une dizaine de séances, 10-12 séances dans les 2 groupes. Alors en termes de résultats, ici vous avez avant et à droite là, après la réadaptation.
en centre et sur le modèle hybride. Alors, on a perdu 2 patients de vue, ils ne sont pas décédés, rassurez-vous. Il y a un patient qui a relevé des troubles psychiatriques lors d'un entretien, donc on l'a exclu de l'étude. Et il y avait un patient qui était très angoissé, qui a refusé de partir chez lui pour pratiquer la réadaptation à domicile. Donc le critère principal qu'on avait observé, c'était est-ce que c'est efficace sur la consommation maximale d'oxygène. Donc oui, c'est bien parce que il progresse dans les 2 groupes. Et on n'a pas noté de différence entre le groupe hybride et le groupe réadaptation classique. Et quel que soit le critère mesuré, donc pareil sur la puissance, puissance sur le vélo, sur la puissance au seuil, de toute façon les résultats sont similaires. Concernant la faisabilité qui était observée, donc on n'a eu aucun incident lors de la réadaptation délocalisée du centre. Et ce qu'on avait demandé aussi, c'était est-ce qu'ils étaient satisfaits de cette réadaptation. Donc ils devaient évaluer leur satisfaction sur une échelle de 0 à 10. 0 très peu satisfait, 10 très satisfait. Et donc on a quand même un quasiment 10 sur 10 là. Donc ils devaient tous, ce que j'ai évoqué, réaliser 9 séances. Et puis on avait quand même un biais, c'est qu'on s'était dit ils vont pas continuer. Et donc, dans le design de l'étude, on avait envisagé qu'on les appelle au bout de 6 mois, afin d'évaluer le niveau d'activité physique, alors c'est du déclaratif, hein, mais qu'ils ont continué. Et donc, on a été surpris de voir que dans les 28 patients du groupe réadaptation, 18 ont prétendu maintenir une activité physique dans le club dans lequel ils avaient été adressés, à raison de minimum 2 fois par semaine. Ce qui est un peu... c'est un peu contradictoire par rapport à ce que avait contrôlé et mesuré Bruno Pavie. Rappelez-vous, je vous avais dit que globalement ils maintiennent leur activité physique avec une seule séance. Donc pour le coup, c'est quand même plutôt avantageux. Alors, il y a un gros bémol sur ces études que j'évoquerai après. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr, c'est efficace, ça fonctionne. Aucun incident, les clients, les patients satisfaits, ils ont tous réalisé au moins 9 séances. Donc on a des bénéfices équivalents en réadaptation, quel que soit le process de réadaptation. En revanche, à 1 an, on n'a pas été en capacité malheureusement d'effectuer l'évaluation 1 an plus tard. On a commencé à inclure des patients en novembre 2018, on a terminé d'inclure les patients, les 60 patients, en décembre 2019, et je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé en mars 2020. Donc on n'a pas pu faire cette réévaluation malheureusement. Est-ce que, c'est la question finalement qu'on soulève avec ça, est-ce qu'avec une plus grande cohorte, avec une plus grande centre, parce que ça peut être aussi centre dépendant, ça a été évoqué avec la présentation précédente, on aurait ce même type de résultat. Donc il y a quand même des questionnements là à venir. Pour conclure, on peut dire que on espère que les patients maintiennent une activité physique, on n'est pas en capacité de l'évaluer. Sauf que y a des répondeurs, rappelez-vous 18 ont maintenu une activité physique, il y a quand même 10 qui ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce que c'est un moyen de réadaptation qui fonctionne? Ce qu'on remarque aussi, c'est que par rapport à la publication de Bruno Pavie en 2022, c'est équivalent. C'est-à-dire que les non-répondeurs, qui soient dans une structure de réadaptation au centre ou qui soient dans une structure à la maison, finalement ils ne sont pas répondeurs. Est-ce que c'est une réadaptation qui leur convient? Qu'est-ce qu'il faut leur proposer? En tout cas, c'est des questions que ça soulève, que c'est faisable. La question c'est, est-ce qu'à une grande échelle ça fonctionne? Eh ben, je ne sais pas. Il y a une problématique de financement pour ce type d'études. Donc on a été financé là par la Fondation de l'Avenir, donc c'est une fondation qui est liée à la Fédération française de basketball. Et donc par la CLIC 51, peut-être qu'il y a une possibilité de financement sur une étude à plus grande échelle avec un plus grand nombre de patients, et peut-être utiliser la loi du 2 mars 2002 avec le virage totalement ambulatoire. Peut-être que ça pourrait être aussi une des pistes juridiques pour favoriser cela et le fait de contraindre les médecins à prescrire l'activité physique aux patients en cours de réadaptation ou de fait de faire les ateliers d'éducation thérapeutique hors d'un centre d'une structure hospitalière ou para-hospitalière. J'imagine beaucoup d'appâts dans la salle. Donc nous avons confié nos patients à des gens qui n'étaient pas titulaires d'une licence en activité physique adaptée. Et
ben, pas de panique. Il y a trop de patients. Il n'y a pas suffisamment de professionnels, que ce soit des APA, des kinés, des éducateurs sportifs, il y a trop de patients. Et donc, si on regarde la directive interministérielle, les patients très dépendants, c'est les kinés. Les patients avec des limitations moyennes et modérées, c'est les APA, enseignants d'activité physique adaptée. Et tous les autres, et ben c'est à partir du moment où ils pratiquent une activité physique, que ce soit un éducateur sportif bénévole ou non, ils doivent prendre en charge ces patients. Alors, il se pose la question de la formation, hein, bien évidemment. Donc à l'avenir, moi ce que j'aimerais bien voilà, participer, hein, je l'ai évoqué, c'est on a déployé ça à Ballon-Miré, et puis essayer de faire cette expérimentation sur tout le territoire, et voir si finalement on a les mêmes résultats, ou si on a des résultats différents en fonction des territoires, et je pense que ça sera intéressant. Je vous remercie. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi j'avais deux questions assez rapides. La première sur le graphique avec les deux groupes réadaptation, non réadaptation en fonction des mois. Et la question que j'avais c'est est-ce qu'une personne qui ne fait pas de réadaptation pendant les non, encore avant. Oui, celui-là. Est-ce qu'une personne qui ne fait pas de réadaptation les 10 premiers mois et qui commence la réadaptation après, la courbe a une tendance à revenir vers le groupe rouge ou pas? Et la deuxième question, c'était un petit peu plus loin sur les 18 patients qui ont continué l'activité physique. Est-ce que vous avez demandé les raisons pour les 10 ou 12 personnes qui avaient arrêté? Ok, merci. Donc concernant là, la pratique de l'activité physique, quelle que soit réadaptation ou pas, on ne sait pas. Ça n'a pas été testé parce qu'en général, la réadaptation elle est prescrite au début de la maladie. Donc dans les 3 premiers mois, elle a une indication d'être prescrite et après, en général, elle ne l'est plus parce que rappelez-vous, c'est des hommes jeunes, ils ont repris l'activité professionnelle. Donc après avoir repris l'activité professionnelle, c'est compliqué de proposer un arrêt de travail de 3, 4, 5 semaines pour aller faire un séjour en adaptation. Donc là, j'ai pas de réponse là-dessus. Ce qu'on peut se dire en revanche, c'est que s'ils pratiquent une activité physique, on peut imaginer que là, les courbes qu'on peut observer, elles reviennent et elles se rejoignent. En tout cas, on peut l'espérer en tout cas. J'ai répondu à la question, ouais. Et oui. Donc la deuxième question, c'était concernant les résultats. Hop, ici, sur les patients à 6 mois. Alors ça reste du déclaratif. Moi j'aurais aimé qu'on les revoie un an et qu'on mesure et qu'on compare les pics de consommation maximale d'oxygène, parce que ça ne veut pas mentir. Pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté? Alors sur les 18 là qui ont continué, sur les 28 patients, il n'y en a que 26 qu'on a pu recontacter, il y en a 2 qui n'ont plus du tout voulu avoir de nouvelles. Sur les autres, ils prétendaient soit pas avoir le temps, soit pas avoir l'envie de maintenir une activité physique en autonomie. Et donc l'objet de l'étude c'était de se dire, et si on prend les patients par la main et qu'on les accompagne, parce qu'on les accompagnait sur les premières séances, est-ce qu'en les accompagnant vraiment, ils maintiennent? Sur les 18, oui. Pourquoi est-ce que les autres arrêtent? Est-ce que c'est différent de si c'est la réadaptation classique? C'est les mêmes raisons qui font que les patients arrêtent. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. Ok, merci. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur la distance à laquelle les salles elles étaient de chez eux, et savoir aussi si cette étude elle peut être faite pour une pratique à la maison, en fait, chez eux. Alors, du coup, on avait 8 structures d'entraînement, et globalement, c'était un quart d'heure maximum de voiture qu'on s'était donné, et donc on avait initialement contacté plusieurs structures, on avait une douzaine, et finalement il y a des patients qui n'habitaient pas le territoire, donc on les a pas confiés. Et parce qu'il y avait un frein, c'est que si c'est trop loin, en fait, ils ne vont pas y aller. Donc même sur la réadaptation prescrite, on n'était pas forcément sûr de cela. Et votre deuxième question, pardon, si j'oublie. Est-ce que c'était possible de le faire chez soi? Ok. Alors, probablement. C'était pas l'ambition qu'on avait, parce que la contrainte qu'on avait fixée aux structures, c'était qu'ils soient formés, donc qu'ils soient venus au centre de réadaptation, qu'on les ait formés, qu'avec nous, ils aient pratiqué une réanimation cardiopulmonaire et qu'ils aient un défibrillateur pendant que le patient était là. Parce que s'il se passait quoi que ce soit, en centre de réadaptation
il n'y a aucun souci, on sait faire, mais là, externaliser, on marchait quand même sur des œufs là-dessus. Donc, en revanche, est-ce que ça fonctionnerait? Probablement. Est-ce que d'un point de vue sécuritaire, le comité de protection des personnes dans un premier temps autoriserait cela? Là, on n'en est pas encore là. Mais en revanche, si on compare avec ce qui se fait au Canada ou en Chine, ils proposent de la réadaptation en visio ou avec un smartphone. Et globalement, le patient, il doit faire ce qu'on lui propose. Il met un cardiofréquence-mètre pour s'assurer, un, qu'il le fait, et deux, qu'il est dans la zone, qu'il reste dans une zone sécuritaire. Nous, ce qu'on voulait, c'était qu'on prenne le patient par la main pour qu'il continue de lui-même. Bon, ça fonctionne chez certains. D'autres types de réadaptation hybrides à la maison avec un smartphone ou en visio fonctionnent également.